Effectivement, nous avons reçu un legs majeur en 2010, donc le fonds d'atelier d'Alfred Pellan. Et une des premières phases dans la réception d'un formidable contenu comme ça, c'est évidemment le travail d'archivage, d'identification du contenu et de conservation. Donc ça a été la première phase qui a été réalisée en 2011-2012 par notre archiviste Nathalie Thibault et par son équipe, de le réceptionner et de l'inventorier pour le rendre après accessible. Et donc notre projet arrive en phase 2 d'exposition autour de du grand atelier d'Alfred Pellan, puisqu'une fois que ce contenu a été identifié, on a été en mesure de se dire c'est quand même extraordinaire ce qu'il compose, aussi bien des photos, de la correspondance que des esquisses préparatoires ou des objets beaucoup plus intimes ou ludiques. Et donc comment on arrive, grâce à une exposition qui est un véhicule de communication, il ne faut jamais l'oublier, à le mettre à la disposition du public, tout simplement. Évidemment, un des défis dans cette mise à disposition, c'est de capturer l'essence de l'homme, l'essence de l'artiste qui était Pellan, et de le restituer dans toute son ampleur, mais aussi dans toute sa complexité. Généralement, il y a une voix qui porte un projet d'exposition. Pour Pellan, on a travaillé vraiment différemment, dans le sens où le travail de conception, de recherche, a été fait de façon très collégiale et très tôt dans le processus de conception. Habituellement, un corpus est déterminé par le conservateur qui développe son concept, qui développe ses thématiques et ensuite va travailler ce concept-là dans la mise en espace avec le designer. Quand le tout est assez bien développé, la médiation est invitée à prendre connaissance du projet puis à développer ses activités. Donc, chacun arrive à une étape particulière du projet et développe ses choses de son côté. Ici, pour Pellan, ça a été une toute autre dynamique. On s'est réunis dès le départ en comité sans savoir quel était le corpus. On a fait du brassage d'idées ensemble, on a écouté des documentaires sur Pellan ensemble. Moi, j'avais fait une grande sélection, si je peux dire, du legs pour montrer tout ce qu'il y avait comme possibilité. Donc, tout le projet, dès le départ, a été conçu en équipe. Certaines idées provenant de la médiation ou des activités culturelles ont nourri mes idées, puis dû à ce partage-là d'idées, je suis allée chercher d'autres œuvres, des choses que j'aurais peut-être jamais j'aurais jamais sélectionnées si nous n'avions pas eu ce type de discussion-là. On a accordé une grande part à la réception personnelle que Pellan faisait sur les uns et les autres. On s'est dit comment l'artiste nous touche à titre individuel, pourquoi il nous touche comme ça. Vraiment, on est allé chercher cette émotion qu'il provoquait chez nous autres pour essayer de comprendre pourquoi il nous inspirait toutes ces émotions. Et ensuite se dire, s'il nous inspire ces émotions, c'est que c'est l'ADN même de l'exposition qu'on est en train de faire naître. Dans ce cas-ci, on a choisi les œuvres d'abord et ensuite on a décelé dans tout ça, dans cette sélection-là, des thématiques qui pourraient être pertinentes dans l'exposition. Donc, ça a été un peu un travail fait à l'envers, si je peux dire, mais qui va quand même avec certaines évidences qu'on retrouvait dans le legs et puis dans le travail de Pellan. Parce qu'on ne peut pas réinventer la roue non plus avec cet artiste-là qui a été énormément étudié. Mais ceci dit, si les thématiques ne sont pas inédites, il n'en demeure pas moins que ce qu'on retrouve dans l'exposition est tout à fait inédit parce que ce sont des œuvres pour la plupart qui n'ont jamais été présentées. Pellan a dit « un art immobile est un art malade ». Et je pense que ça se rattache très profondément à sa quête perpétuelle tout au long de sa carrière, d'explorer, de chercher à pousser sa pratique, à se renouveler, à s'inspirer différemment. Et on le sent aussi bien dans l'album que dans l'exposition.